Olivier Asselin est professeur agrégé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, où il enseigne l'histoire et la théorie de l'art et la pratique du cinéma. Récemment, il a co-dirigé 2 anthologies de textes, Precarious Visualities, New Perspective on Identification in Contemporary Art and Visual Culture, avec Joanne Lamoureux et Christine Ross, et L'âge électrique, avec Andrea Aubert-Hubert et Silvestra Mariniello. Il dirige l'équipe de recherche création Menlo PA, quelques fictions alternatives de l'histoire des sciences et des techniques et des technologies, et fait partie de Mediatopias. Il a réalisé plusieurs longs métrages, La liberté d'une statue, Le siège de l'âme, Maîtres anciens, La fin de la voix, The Last Day of Paris et Un capitaliste sentimental. Son exposé s'intitule Collage et compositing, le destin des techniques de l'avant-garde à l'ère du numérique. Merci Pierre. Donc j'ai l'impression que mon rôle ici, c'est de vous faire une petite pause café, puisque je vais vous parler, je t'ai invité à parler d'un film dont j'ai terminé il n'y a pas longtemps et qui effectivement revisitait un petit peu les avant-gardes historiques avec un peu de mélancolie, je dois bien l'avouer. Et donc j'ai été très sensible à l'exposé de Silvano et j'en suis arrivé, par des chemins détournés évidemment, à des conclusions analogues. Alors, Un capitaliste sentimental, c'est un film d'apprentissage qui raconte l'histoire faussement naïve d'une jeune femme nommée Fernande Bouvier, qui est une provinciale sans qualité, qui rêve d'art et d'amour, mais qui, en passant de Paris à New York, de la bohème au milieu de la finance et de l'entertainment, va perdre peu à peu quelques illusions et prendre toute la mesure du capital. Et le film se présente comme une autobiographie romancée, réalisée par Fernande Bouvier elle-même, avec des moyens de fortune, avec ses amis et un petit budget. Or, je ne peux pas vous présenter beaucoup de choses. Je vais me permettre de vous présenter la bande-annonce, même si je sais que c'est une rupture de ton dans ce contexte, puisque comme vous le savez, une bande-annonce, ça ne ressemble pas du tout à un film. Le rythme est complètement différent. Et ensuite, par rapport à le contexte dans lequel nous sommes, c'est donc une rupture de ton, mais ça donne une certaine idée de l'ensemble du film, si on peut dire. Voici. Je m'appelle Fernande Bouvier. Fernande Bouvier Incorporated presents le film bricolé, produit et interprété par Fernande Bouvier et ses amis. Oh, pleurer les jours enfouis. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la petite dame dans les vies? Je suis artiste. Paul Arthur. Je suis Max Bauer. Poète, musicien, artiste. Vraiment? Mais sans vous être. Tout est là. Je sais transformer la réalité la plus banale en poème. Et toi, à l'aise, on veut faire de l'art moderne. I just want alive. All need natural resources. They all need air too, but it's not worth anything. Sanitary porcelain is the future. A biscuit for every butt. Utility does not make value. Oh, j'ai froid. As-tu collé toute la chaise? La chaise, crayon, des pinceaux, et les poésies complètes de Baudelaire qui m'ont même dans des nues. It's production. Bande d'incultes, capitaliste de merde. The only thing that really matters is the stock's quoted value. One can even make money on an empty mind. On a company that produces nothing or even on a simple name. It's called poetry. Tu es la première personne cotée en bourse. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais un code est la mesure de l'amour. Voulez-vous m'épouser? $100,000. Sell and be converted to poetry. Fernand, you're a saint. Would you marry me? Mais je veux pas le sou de toi. Tu es encore romantique. Je le serai toujours. Indienne. Behind Waldorf. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est rien, je te dis! It's the end of the world. It always takes longer to go up than to go down. 1929. You should invest in show business.
Donc le capitalisme sentimental voulait être un film plutôt à la fois comique et tragique sur l'extension de la logique économique à l'art et à l'amour, rien de moins. Évidemment, il ne s'agissait pas de condamner cette logique, ni bien sûr d'en faire l'apologie, mais surtout d'en manifester avec un peu d'humour toute l'étrangeté. Et donc évidemment, l'un des points de départ du film, on s'est beaucoup interrogé là-dessus, donc dans la scénarisation, c'est l'histoire économique du XXe siècle. On s'est intéressé particulièrement au destin de ces objets particuliers que sont les billets de banque et les actions, et notamment au krach de 1929, qui donc est probablement sûrement un moment emblématique du XXe siècle, et on en a un autre donc depuis 2008, le moment même où est sorti le film. Donc une illustration de l'évolution de la valeur au XXe siècle, la bulle spéculative et son éclatement en 1929, peut-être dans une certaine mesure en 2008. La valorisation des actions et leur dévaluation n'étaient pas liées, du moins pas directement, à quelques changements dans la productivité et la rentabilité des entreprises, mais essentiellement dû à un changement dans les perceptions. Donc ça, c'est un événement important au niveau des actions. Du point de vue de la valeur des billets de banque aussi, on sait que pendant longtemps, les billets de banque étaient convertibles, c'est-à-dire assurés par le stock d'or de tous les pays, mais régulièrement au XXe siècle, et aujourd'hui complètement, les banques ont imprimé plus d'argent qu'ils n'avaient d'or, et même il y a certains pays aujourd'hui, comme vous le savez, qui donc vendent leur stock d'or, comme la Hollande, si je ne me trompe pas, les Pays-Bas, et donc l'argent est complètement indépendante de quelques valeurs qu'elle aurait, qui en assurait, si on peut dire, la signification, et on a une sorte d'émancipation du signifiant, et la monnaie, comme les actions, dépendent moins de la valeur d'usage, de ce qu'elles représentent, mais surtout de la valeur d'échange de la loi de l'offre et de la demande. Alors ça, c'est une chose évidente, mais qui restera toujours énigmatique. Alors le film, ce qu'on voulait faire dans le film, c'est... le film suggère d'une certaine manière que cette extension de la logique économique a peut-être été anticipée dans le domaine de l'art, où la question de la valeur s'est posée avec une acuité particulière au début du XXe siècle, dans l'art moderne beaucoup, dans les avant-gardes exemplairement. Avec le développement de l'abstraction, du collage, du photomontage, de l'assemblage et du ready-made, l'œuvre d'art moderne a pu sembler abandonner toutes les qualités traditionnelles de l'art, la figuration, la beauté, le sens, l'originalité, et d'autres choses qui en faisaient la valeur, comme le talent de l'artiste, le travail investi, etc. Pour ne devenir qu'une chose insignifiante, souvent banale, sans autre valeur que le prix, tout à fait arbitraire et fluctuant, que lui attribue le marché de l'art, selon la loi de l'offre et de la demande. Un moment très important dans cette histoire de l'art d'avant-garde, c'est ce qu'on appelait la peau de l'ours, donc un moment Henri Pierrochet et quelques amis qui ont décidé d'investir chacun la même somme pour acheter des œuvres d'art, attendre 10 ans et revendre le tout, et ils ont réussi à faire de l'argent avec ça. Mais donc, les œuvres d'art achetées n'avaient d'intérêt que par leur, disons, potentiel, par leur valeur d'échange potentielle, si on peut dire. Alors évidemment, dans ce contexte, l'œuvre d'art s'est mise à ressembler étrangement à ces objets singuliers que sont les billets de banque, les chèques, les actions, dont la valeur intrinsèque est nulle, évidemment, le papier ne vaut rien, et la valeur extrinsèque grande, ils sont échangeables. C'est pourquoi le film donc établit une sorte de parallèle entre l'art moderne et la spéculation boursière du début du siècle. Alors, le film voulait aborder cette transformation économique de l'art et du monde, non seulement au niveau du contenu, évidemment, de l'histoire racontée, mais aussi au niveau de la forme, dans la mesure du possible, des images et de la manière de raconter. Et ce parallèle troublant entre l'art moderne et la spéculation boursière, entre l'art d'avant-garde et le capitalisme, nous a guidés. La question qui se pose est évidemment celle de la politique de l'esthétique, la politique des formes, des techniques et des technologies. Donc, c'est des questions que Foster a beaucoup posées à l'avant-garde et à la néo-avant-garde. Et on le sait, dans les avant-gardes comme dans les néo-avant-gardes, comme dans les théories de l'art d'ailleurs qui les ont accompagnées et qui continuent de les réfléchir, si on peut dire, bien des artistes et des critiques ont pensé que certaines formes esthétiques étaient intrinsèquement politiques. L'un des postulats les plus insistants de cette histoire affirme que le réalisme, j'emploie ce terme un peu rapidement, je l'avoue, le réalisme au théâtre, en peinture, au cinéma, etc., est politiquement réactionnaire,
qu'il est aligné sur la société bourgeoise et capitaliste, qu'il est aligné sur les régimes totalitaires, etc. Et l'autre postulat, symétrique, est que l'art moderne, ou plus précisément l'avant-garde, est politiquement progressiste et même révolutionnaire. Et de ce point de vue, les formes esthétiques et les techniques de l'avant-garde sont pensées comme des stratégies politiques qui ont un potentiel émancipatoire, de résistance, comme l'a dit Silvano et Foster, ou au moins critique, c'est un terme clé évidemment dans cette histoire, critique de l'institution artistique, de la société bourgeoise, du système capitaliste, des régimes totalitaires, you name it. Et on connaît le détail de ces thèses. La distanciation rompt l'illusion, elle empêche l'identification, elle éveille le sens critique du spectateur. La reproduction photographique des œuvres d'art dévalue l'aura et met en question l'esthétique cultuelle qui fonde l'art bourgeois. Le collage et le montage détruisent l'unité traditionnelle de l'œuvre d'art, son unité iconique, narrative, formelle, stylistique, etc. L'appropriation met en question la propriété privée. Le pastiche, la parodie défend le canon et le régime octorial. Et évidemment, ces thèses ne nous ont jamais complètement abandonnés et elles reviennent régulièrement nous hanter. Il faudrait étudier, par exemple, le Remix Manifesto pour voir comment ces thèses reviennent sous une forme déplacée. Et pourtant, aussi séduisantes qu'elles puissent être, ces thèses sont fragiles. À chacune, on pourrait sans doute opposer un contre-exemple. Évidemment, aucune des formes esthétiques de l'avant-garde n'est intrinsèquement critique. Et toutes peuvent être cooptées par le capitalisme et par le régime politique le plus réactionnaire. Et de même, évidemment, le réalisme n'est pas intrinsèquement conservateur et il peut, dans certains contextes, constituer une pratique progressiste même. Et sur ce plan aussi, l'histoire est instructive. Et on a beaucoup eu de plaisir à, disons, revisiter tout ce moment historique, donc les années 20 et les années 30. L'histoire montre bien sûr que les relations culturelles sont intimement liées aux relations économiques et que la domination économique entraîne souvent une domination culturelle. On connaît la célèbre citation du président Herbert Hoover. Dans les pays où pénètrent les films américains, nous vendons 2 fois plus d'automobiles américaines, de phonographes américains et de casquettes américaines. Mais l'histoire montre aussi, c'est ça qui me semblait plus intéressant, que ces relations, et notamment les relations entre la culture d'avant-garde et la culture de masse, entre l'Europe et l'Amérique, sont complexes et les échanges nombreux. Ils ont été nombreux et longtemps. D'une part, les avant-gardes européennes ont beaucoup apprécié la culture de masse américaine, qui semblait pour elles, un moyen efficace de faire éclater le carcan des traditions et des institutions artistiques et qui constituait une véritable libération artistique, esthétique, morale et même parfois politique. Les Dada et les surréalistes aimaient beaucoup Keaton, Chaplin, les Marx Brothers, Brecht et Weill aimaient beaucoup le jazz, etc. Et d'autre part, avec la montée du fascisme, bien des artisans et des artistes européens se sont exilés, souvent aux États-Unis, où plusieurs se sont trouvés à participer à la production de cette culture de masse. Et c'est ainsi que par un étrange mouvement d'import-export, la culture de masse américaine a nourri les avant-gardes européennes et qu'en retour, les avant-gardes européennes ont nourri, dans une moindre mesure sans doute, la culture de masse américaine. De la peinture cubiste et expressionniste jusqu'au film noir, on pense à des directeurs photos, des réalisateurs qui sont exilés aux États-Unis, Fritz Lang notamment, depuis les musicals de Broadway jusqu'au cabaret expressionniste, depuis le théâtre brechtien jusqu'à la comédie musicale hollywoodienne, depuis le collage et le photomontage surréaliste et constructiviste jusqu'à la publicité. L'un des cas intéressants, c'est évidemment Kurt Weill, qui, donc, dès les années 30, quitte l'Allemagne. Il se retrouve à Paris quelque temps, puis à Londres et à New York, et il écrira de la musique pour des comédies musicales et même pour le cinéma. Et il a d'autres collègues berlinois qui, eux, ont réussi mieux à Hollywood et qui étaient des compositeurs pour les comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers. D'une certaine manière, et je sais que j'exagère un peu, le cinéma des Marx Brothers est peut-être une incarnation très légitime du théâtre épique brechtien, même avec les regards à la caméra. Et le cinéma de Busby Berkeley est peut-être éminemment eisensteinien, pour le meilleur et pour le pire, évidemment.
Un capitaliste sentimental, donc notre film se proposait de revisiter en amateur, bien sûr, à la fois l'art d'avant-garde des années 20, l'expressionnisme, le dadaïsme, le surréalisme, le constructivisme, un peu le cabaret brechtien, et le cinéma classique américain des années 30, donc de part et d'autre de 1929, notamment la comédie musicale et les films noirs, tout cela autour donc, du crack. Il ne s'agissait pas évidemment de respecter la lettre de l'art et du cinéma d'avant-garde, ni celui du cinéma américain. On aurait été bien incapable de le faire. Selon la logique du pastiche, de la forgerie ou de la reconstitution, c'est ce qu'on ne voulait pas faire. Mais de revisiter l'esprit au moins, sinon les procédés, avec les outils et selon les enjeux qui étaient à notre disposition et selon les enjeux d'aujourd'hui, et je le répète, en amateur. Et non pas pour renouer avec les utopies politiques des avant-gardes. Alors j'avais quelques images, j'ai oublié de passer, donc une jolie œuvre de Marcel Duchamp qui est un chèque entièrement fait à la main, d'une banque fictive, et une obligation encore donc créée par Marcel Duchamp pour se créer un capital et investir non pas à la bourse mais au casino. Donc il ne s'agissait pas donc de renouer avec les utopies politiques des avant-gardes, mais montrer au contraire un certain épuisement de ces utopies, comme par ailleurs du paradigme, il me semble, qui oppose l'art d'avant-garde et l'art de masse, un paradigme qui est difficile à maintenir, et aussi pour évoquer, je pense, l'épuisement des valeurs, des choses, des images, des significations auxquelles risque toujours de mener un certain capitalisme sauvage. La scène d'ouverture du film, que vous avez peut-être entreaperçue, un espace noir infini dans lequel flottent acteurs et accessoires du film, des objets et des images de toutes sortes, évoque une sorte de dépotoir de l'histoire et du capitalisme. Donc c'est pour ça que ce décor ouvre et clôt le film. C'est comme la banque de données des collages. Alors pour réaliser ce film dans cet esprit, donc moi j'avais examiné deux hypothèses générales, mais pas nécessairement incompatibles. L'une qui sollicite davantage la direction artistique, en amont, et l'autre qui sollicite davantage le montage et la post-production, donc en aval. La première hypothèse envisageait la construction de tous les décors en carton-pâte, sur le modèle, par exemple, du cabinet du docteur Caligari. Mais cette hypothèse restait problématique esthétiquement et économiquement. Esthétiquement, elle risquait de n'être que du théâtre filmé et de manquer l'intégration aussi importante, donc évidemment, de l'espace filmé et de la surface de l'image filmique, et puis elle risquait d'être très chère, puisque la construction de décors, aussi bricolés qu'ils soient, prend beaucoup de matériaux et requiert une main-d'œuvre spécialisée. Pour vous donner un exemple, construire un mur mobile, patiné, c'est à peu près $10 000. La seconde hypothèse envisageait de construire tout le film comme un collage de matériaux empruntés sur le modèle des collages dada, surréalistes et constructivistes. Cette hypothèse était aussi problématique sur les plans esthétiques et financiers. Elle aurait rendu difficile l'intégration des acteurs à cet univers essentiellement bidimensionnel. Et elle aurait aussi demandé un temps infini de post-production avec Photoshop et After Effects, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc beaucoup d'argent aussi, sinon plus que de construire les décors entièrement. La solution à cette quadrature du cercle, l'intégration d'acteurs réels en chair et en os dans un collage, me semblait se trouver dans l'invention d'un collage tridimensionnel. Et ce collage de Citroën, qui date des années 30, si je ne me trompe pas, je pense, peut-être plutôt fin des années 20, était une importante source d'inspiration puisqu'il représentait, ça s'appelle Métropolis, donc une ville moderne, et donc c'était important pour une partie centrale du film, la représentation de New York. Et je m'étais dit que l'idéal, ce serait de pouvoir faire un collage à la Citroën, mais tridimensionnel, en 3 dimensions. Le logiciel de modélisation 3D Softimage, modélisation 3D, pouvait nous permettre de réaliser cette idée, et comme vous le savez, c'est un logiciel qui a été conçu par Daniel Langlois. Cette solution qui était juste, qui me semblait juste esthétiquement, restait problématique économiquement. Elle aurait requis, elle aussi, un immense travail de post-production et un budget de plusieurs millions de dollars que, évidemment, nous n'avions pas. Comme souvent au cinéma, et on l'oublie tout le temps quand on regarde les films, la solution retenue fut un compromis. C'est l'équivalent contemporain, ou dans le monde du cinéma, de ce que les sculpteurs appellent la résistance du matériau. Un compromis donc entre le théâtre filmé et le collage,
entre la manière traditionnelle de faire du cinéma dans des décors réels trouvés ou construits, et les possibilités des technologies numériques. Donc c'est un juste milieu, le juste milieu le plus économique. Après un long repérage, nous avons trouvé 3 lieux de tournage. Il y avait donc un très bel immeuble du milieu du 19e siècle dans le Vieux-Montréal, une usine aussi du milieu du 19e siècle, pas loin du pont Champlain, et finalement une maison art déco, la maison Molson, qui était l'ancien siège social de Molson, construit dans les années 30, qui se trouvait entre 2 propriétaires et qu'on a pu donc louer pour pas trop d'argent. Et chacun de ces lieux nous ont permis donc, chacun pouvait nous permettre de réaliser, de filmer plusieurs lieux. Donc dans une chambre, on filmait telle chose, un bordel parisien, une ruelle new-yorkaise, un bureau d'un financier new-yorkais, une chambre d'hôtel, etc. Donc on a eu à peu près pour chaque lieu, à peu près une dizaine de lieux dans chaque édifice. Par ailleurs, nous avons passé un tiers du tournage dans un studio entièrement bleu, non pas en green screen mais en blue screen, c'était plus agréable, plus méditerranéen, avec nos acteurs, pour y filmer les scènes qui demandaient des vues plus larges et des décors imaginaires, notamment les vues générales de New York, du New York cubiste, et l'intérieur du New York Stock Exchange, qui était donc tout à fait imaginaire. Je pense que vous avez, je vous présenterai des exemples de ça, qui était tout à fait imaginaire, puisque le New York Stock Exchange, moi je ne trouvais pas très beau, l'intérieur du New York Stock Exchange en 1929, la façade d'une façade néoclassique vraiment d'une élégance terrible, l'intérieur, aucune dimension cinématographique, quelques îlots où les traders vont acheter et vendre. À l'époque, c'était pareil. Aujourd'hui, c'est des îlots avec des télévisions. À l'époque, c'était 5 îlots, je pense. Donc, ce que j'ai cru bon de faire, c'est de prendre la structure de la Bourse de Paris et de l'intégrer dans la Bourse de New York. Donc, l'extérieur, c'est la Bourse de New York, l'intérieur, c'est la Bourse de Paris, avec disons, la structure de la Bourse de Paris, une bourse centralisée avec une corbeille au centre, où toutes les transactions se font. Donc ça me semble être un modèle plus cinématographique et plus emblématique aussi de l'importance de la bourse dans le monde contemporain. Et en fin de compte, le film fut entièrement revu en post-production numérique. Il a requis un travail de lumière, de colorisation, de texture pour tous les plans, un travail de compositing pour les fonds et les set extensions pour un grand nombre de plans, et un travail de keying, de tracking, de modélisation pour les plans d'ensemble. Alors, je vais donc finir avec quelques réflexions donc, sur, disons, les logiciels qu'on a utilisés pour le film. Donc évidemment, avec la diffusion de l'ordinateur personnel, l'expansion d'Internet dans les années 90, les médias numériques ont cessé d'être un outil parmi d'autres pour devenir une technologie hégémonique. Donc aujourd'hui au cinéma, tout est numérique depuis la captation jusqu'à la post-production, inutile de le dire, maintenant c'est tout HD. Mais elles sont devenues aussi, ces technologies, elles ont fourni ce que Manovich appelle elles sont devenues des formes culturelles, c'est-à-dire, on peut dire, des catégories et des structures d'expérience, des catégories de pensée et même de langage, au même titre que la collection, par exemple, ou que le récit dans la modernité, hein, des formes culturelles. Alors, dans ce mouvement, étrangement, et c'est ça le paradoxe qui m'intéresse, certaines techniques développées dans l'art de l'avant-garde et qui sont restées, somme toute, assez marginales dans l'art de masse jusqu'à aujourd'hui, dans les arts de masse, se sont trouvées réactualisées et centralisées dans ces technologies numériques, comme si les avant-gardes avaient anticipé la logique des médias numériques, ce qui est une illusion rétrospective évidemment, et que certains avaient anticipé certains de leurs principes, certaines de leurs opérations, comme le cut and paste et le couper-coller. Alors, de ce point de vue, il est important de développer le dialogue entre l'histoire de l'art, les études cinématographiques et les media studies, et aussi cette discipline naissante que certains appellent déjà les software studies, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle au Québec le génie logiciel. Donc, il s'agit d'une étude culturelle, hein, philosophique, sociale, historique, du développement des logiciels. Malgré son nom, le logiciel de compositing Photoshop, que nous avons beaucoup utilisé dans le film, n'est pas essentiellement photographique. Certes, ses sources et ses produits sont le plus souvent des photographies. Il reprend certaines fonctions de la capture, du développement et de l'impression photographique.
l'exposition, le contraste, la tonalité, la saturation, le rognage, etc. Mais son modèle esthétique est plutôt pictural. Je reviendrai à ça. Donc ça, c'est la bourse de réinventée. Je reviendrai à ces images Photoshop. Donc le modèle est plutôt pictural. Il est en quelque sorte une remédiation du dessin et de la peinture traditionnelle, de leurs outils, le pinceau, le crayon, la plume, l'aérographe, l'éponge, la gomme, la palette, etc. et de leurs opérations, quand on lit un petit peu les menus, dégrader, brouiller, estomper, fondre, préciser, effacer, remplir, colorer, etc. Mais les deux opérations fondamentales du logiciel, le cut and paste, le couper-coller, qui ont fini par devenir une forme culturelle dominante, ne relèvent ni purement de la photographie, ni purement de la peinture, mais plutôt de ce que l'art d'avant-garde en a fait, avec ses différents outils de sélection, couper, déplacer, coller, et de composition par la juxtaposition ou la superposition, par zone ou par couche, avec les calques, par masque et par transparence, d'images donc captées par l'auteur ou tirées de diverses banques de données, le logiciel participe de la logique du collage et du montage assez strictement. De même, le logiciel de compositing et d'animation graphique et d'effets visuels, After Effects, c'est du compositing et d'animation 2D en général, même si maintenant, comme dans Photoshop et dans After Effects, le 3D est intégré d'une certaine manière, eh bien After Effects fonctionne selon la même logique. After Effects 1993. Par la sélection d'objets et leur composition par zone et par couche, mais on y ajoute la dimension temporelle. C'est ça qui est important, c'est un logiciel d'animation. Le collage et le montage s'y déploient dans un espace souvent tridimensionnel et sur une ligne de temps, surtout. Mais contrairement aux logiciels de montage classiques comme Avid ou Final Cut, After Effects continue de privilégier le montage spatial sur le montage temporel, la juxtaposition des zones et l'empilement des couches de privilégier ça sur la succession des plans. Les capacités de rendu réel de After Effects sont assez limitées par rapport à d'autres logiciels comme Shake, qui est le logiciel de Apple. Et donc, troisième et dernier logiciel dont je vais vous parler, c'est évidemment le logiciel Softimage, qu'on a renommé récemment XSI, qui est un logiciel de modélisation 3D, qui est créé par Langlois en 88. Et il permet donc ce logiciel de construire des décors, des objets, des personnages tridimensionnels à partir de formes en fil de fer, un wireframe, sur lesquels on projette, ce qu'on appelle le mapping, des textures et des photographies, puis des lumières. Et ces objets, on peut ensuite les animer et les filmer avec une caméra virtuelle mobile sur laquelle on a un contrôle aussi. Ce qui est intéressant à ces logiciels, c'est que, contrairement au logiciel comme Final Cut, c'est un logiciel qui commence par la construction d'un espace et d'objets dans l'espace. Le modèle spatial domine sur le modèle narratif dans ce cas-là et sur le modèle, disons, temporel. Et donc on comprend bien que dans les jeux vidéo, c'est Softimage qui est le premier logiciel qu'on utilise pour... on commence par construire l'espace et le récit est une construction, si on peut dire, secondaire. Je passe sur les autres logiciels comme Final Cut et Avid et Digital Performer, qui est le logiciel de composition musicale surtout, qui fonctionnent eux aussi, selon la logique de l'objet trouvé et du ready-made, tous ces logiciels dans une large mesure, de l'appropriation du collage et du montage qui a défini l'esthétique de l'avant-garde. Je vais remettre quelques images que je ne vais pas montrer pour conclure là-dessus. Ouais. Mais en même temps qu'ils fournissent toutes sortes d'outils et d'opérations de collage et de montage, ces logiciels en fournissent d'autres qui visent au contraire l'effacement des traces du collage et du montage, et qui visent la production d'une image et d'un son unifiés, d'une surface sans suture et par conséquent transparente, d'un espace diégétique homogène avec une perspective unifiée, c'est-à-dire un point de vue, des points de fuite, une échelle, des lumières cohérents et un temps continu. Il est d'ailleurs symptomatique que l'image photographique soit devenue le modèle de ces logiciels et que le plan séquence aussi soit devenu une forme dominante produite par ces logiciels. Il est troublant parce que, évidemment, le plan séquence et la photographie fournissent un maximum d'unités de surface, un maximum d'unités de lieu et de temps. Il est troublant donc de constater, ce sera ma conclusion, que malgré les opérations qui les fondent,
ces logiciels sont rarement utilisés d'une manière avant-gardiste, et je prends ce terme au sens purement historique, pas du tout, pas de jugement de valeur, et généralement, donc, d'une manière réaliste, au sens esthétique du terme. Paradoxalement, ils renouent peut-être avec certaines opérations des avant-gardes, mais ils poursuivent néanmoins le programme du réalisme, qui est un programme esthétique hégémonique. En même temps que les opérations sont inscrites dans les programmes du logiciel, le programme réaliste est un programme qui reste dominant dans ce travail. On peut s'interroger sur les causes de cette hégémonie du programme réaliste, et on peut s'interroger par extension sur le sens de l'épisode avant-gardiste. Ces causes sont variées et je n'ai pas de conclusion aucune à donner là-dessus. Ça a à voir largement avec l'histoire et la structure particulière de la recherche et du développement. Si vous parlez à ceux qui développent des logiciels, ils vont vous dire que le but, c'est une image toujours plus réaliste, c'est-à-dire photoréaliste, parfois ciné-réaliste. Ça veut dire de développer une image donc plus réaliste, plus définie. C'est pas du tout le réalisme perceptuel, on s'entend là-dessus. On va vous dire aussi que c'est ce que les consommateurs veulent. Et d'autres vont vous dire que ça prend cela pour l'immersion. Alors, je n'ai pas de conclusion là-dessus, mais en travaillant avec ces logiciels, on a senti, si on peut dire, assez fortement cette tension entre deux programmes esthétiques qui est construite à l'intérieur même des programmes. Ces technologies-là sont fondées sur l'appropriation, le collage et le montage, mais elles se résorbent toutes dans un programme réaliste finalement assez limité. Et donc, vous voyez, le film est le résultat de cette tension, puisque le film est parfois assez libre et parfois assez soumis à ces technologies numériques. Alors, c'est joli, mais parfois trop. Voilà pour ça. Alors, voilà, je vous remercie. Merci, Olivier. Questions, commentaires? Christophe Schinkus. Oui, donc, j'étais je suis agréablement surpris d'avoir un exposé aujourd'hui en lien entre l'économie et la finance pour deux parts, entre l'économie et l'art pour deux parts. D'une part parce que je suis postdoctorant en économie financière, et d'autre part parce que c'est l'un de mes thèmes de recherche. Et donc, précisément... Vous avez fait votre doctorat sur l'avant-garde et le post-doctorat sur... Non, pas tout à fait. Ça aurait pu être sympa, mais pas tout à fait. Mais non, j'ai fait une thèse en éco, tout ce qui est de plus classique. Mais non, pour venir à ça, c'est plus un complément par rapport à ce que vous avez dit, parce que ce qui est assez intéressant, je me réjouirais de voir le film. Vous avez dit, voilà, vous avez essayé de montrer dans le film en quoi l'art aurait précisément anticipé justement cette logique spéculative de 1929. Et ce qui était la crise de 29 ne peut pas être comparée à la crise de 2008 en termes purement d'effets économiques. On peut pas comparer les deux. Mais ce qui est assez amusant, et c'est le complément que j'aimerais apporter. Donc là, au niveau de la réalité, vous essayez de montrer, vous essayez de vous inspirer du fait que l'art aurait anticipé la spéculation économique. Mais ce qui est assez amusant, c'est que aujourd'hui, sur la crise de 2008, il existe une littérature de méthodologie économique qui essaye de donner une des raisons pour lesquelles l'économie et la finance étaient incapables de prévoir et d'expliquer la crise. Et l'une de ces raisons serait précisément parce que aujourd'hui, la modélisation financière est trop, entre guillemets, artiste. Elle a trop une démarche, on s'invente la réalité financière. Et donc, quelque part, et c'est dans cette littérature que je m'inscris, c'est que précisément, la théorie économique et financière a été incapable d'expliquer ou de prévoir le crash de 2008 parce que précisément, au niveau épistémologique, la théorie financière est devenue elle-même spéculative. Elle ne tient plus assez compte de la réalité économique. Elle se développe dans un tour d'ivoire, indépendamment de la réalité économique, selon un processus de création, d'une invention de l'histoire. Enfin, on s'invente une histoire. Pas l'histoire au sens historique du terme, mais au sens littéraire. On s'invente une histoire. On s'invente une histoire de la concurrence parfaite qui s'applique tout à fait, etc. Et donc on est dans nos livres théoriques, mais quelque part, c'est l'histoire que tous les économistes aiment. Moi, j'appelle ça de l'hyper-réalité à la Baudrillard, mais enfin... Ici, je n'ai pas fait le lien avec Izou, pas encore en tout cas. Mais donc voilà, c'est plus le complément. C'est juste que d'un côté, vous essayez de montrer que, historiquement parlant, l'art aurait anticipé dans la réalité
la logique spéculative. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise de maintenant et pas la crise de 29, on est dans l'autre sens, dans la méthodologie économique, c'est précisément la modélisation financière s'inspire trop d'un processus artistique, ce qui fait qu'elle s'invente une littérature du monde et qu'elle est incapable de parler du monde. Donc c'est juste ce complément-là que je voulais faire. Enfin, j'étais incapable de ne pas le faire, en tout cas. Oui, mais c'est un parallèle fascinant. Quand j'employais le mot anticiper, donc c'est avec des pincettes. Hein, je ne pense pas que l'art anticipe sur un événement historique comme un krach. Par contre, il y a anticipe sur la dévaluation généralisée des choses ou leur résorption dans la valeur d'échange. Ça, il y a quelque chose là. Mais il faut bien voir, si on suit le détail de cette histoire-là, Duchamp était fasciné par les objets industriels. Donc, ce n'est pas l'art qui anticipe sur le développement industriel, c'est plutôt l'art qui s'inspire du développement industriel pour réfléchir à la question de la valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée de l'émancipation de la valeur des objets, de leur valeur d'usage. L'art n'a pas besoin d'être beau, ni d'investir, d'être l'équivalent d'avoir du travail incorporé, comme dirait Marx, etc. Pour en venir à la question de la modélisation. Moi, ce que j'ai lu, moi je suis un amateur, mais pas un spécialiste évidemment, mais c'est le livre sur la théorie du chaos. Ce qu'on montre bien dans ce livre de Gleich, qui est une sorte de réflexion sur les marges, comme vous le savez, les marges de la science, d'une certaine manière. C'est des gens qui ont essayé de modéliser au départ, c'est des gens qui ont essayé de modéliser le climat sur des ordinateurs. Ils ont découvert d'abord que c'était très difficile parce que c'est un type d'événement qui a beaucoup de variables et que les variables ont un effet, peut avoir un effet monumental sur le résultat, contrairement au vent dans la chute des pierres. Le vent n'a pas un impact primordial si les pierres sont assez lourdes. Mais dans le cas du climat, une petite variable comme le butterfly effect, c'est Lorenz qui avait pensé à ça, peut avoir un effet sur le climat quelques jours plus tard à l'autre partie du globe. Eh bien, un autre exemple de phénomène complexe, c'était la bourse. Alors, si les modélisations sont artistes, ce n'est pas nécessairement parce que les économistes font erreur, c'est parce que le phénomène est sûrement complexe. Et pourquoi il est complexe? Parce qu'il est lié au sentiment humain. Il est lié à un groupe de personnes qui achètent et vendent des actions, et on sait que ces gens ne sont pas rationnels du tout. Les modèles rationnels de comportement ne marchent pas dans la bourse. C'est trop complexe. Enfin... Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'évoquer, mais la modélisation économique et financière est artiste dans le sens où on se rend bien compte qu'il y a une irrationalité des individus dans le sens où c'est complexe. Mais d'un autre côté, on tente par tous les moyens en économie de ramener la complexité d'une réalité à des catégories théoriques purement imaginaire, oui. Et c'est dans ce sens-là que c'est artistique dans la démarche, c'est-à-dire qu'on ramène à un imaginaire qui est partagé dans la science économique. On a un imaginaire commun, on le voit bien quand on parle entre économistes, là, le marché, on sent ce que c'est. On sait pas, ce qui est assez amusant, c'est que si vous allez dans une banque, vous leur demandez c'est quoi la valeur fondamentale d'une action, ils vont vous répondre je ne sais pas, mais on a besoin d'y croire. Ce qui est assez, donc c'est vraiment dans cette logique-là, on ne sait pas, mais et donc elle est artistique, la démarche et la modélisation économique, dans le sens où on la ramène coûte que coûte à un imaginaire. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et puis il y a ce fameux modèle qui perdure, comment on appelle ça, des Boston. Le modèle de la régularité des cycles économiques. Évidemment, ce modèle est mis en question tout le temps. Oui. Michel Pierre-Sens. Olivier, tu as décrit le réalisme comme une sorte d'attracteur. Là, on est en train de parler de théorie du chaos et de ces choses-là, donc parlons épistémologie. Donc, comme une sorte d'attracteur en topologie auquel il t'a été, au fond, impossible de résister. Est-ce qu'il aurait été possible de concevoir une autre version du film, quelque chose que tu aurais monté de façon complètement différente en respectant ce qui était par ailleurs désiré, semble-t-il, c'est-à-dire travailler avec des formes d'éclatement, de copier-coller, etc. De telle sorte que peut-être tu aurais pu produire l'équivalent de ce qu'a été Metropolis avant qu'on retrouve les parties perdues. C'est un film beaucoup plus intéressant que celui qui, en fait, va reconstituer un modèle avec une narrativité régulière, une cohérence, un récit qui va en faire finalement quelque chose d'assez décevant, ce que n'est pas ton film. Mais est-ce que c'est concevable ça? Est-ce que tu as pensé peut-être à faire quelque chose comme ça?
C'est-à-dire donc ce qui était intéressant je fais une parenthèse parce que c'est ce que je voulais vous montrer. Ce qui était intéressant, c'est l'usage donc du logiciel Softimage, un peu à contre-programme, si on peut dire. Là, évidemment, le wireframe, on a déformé les perspectives que le programme nous imposait. Et ça, c'est faisable. C'est faisable. C'est pas encouragé, mais c'est faisable. Donc le wireframe, en général, on peut construire des formes géométriques. Elles vont toutes être en perspective automatiquement. Mais on peut aussi les déformer. Ça demande une opération différente. Et ensuite, évidemment, l'idéal, c'est de construire des textures et qu'elles soient parfaitement agencées sur ce wireframe pour que quand on change le point de vue de la caméra, eh bien, l'immeuble reste cohérent. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement projeter des photographies qu'on a prises à droite et à gauche, projeter les photographies sur les wireframes, et si bien quand on déplaçait la caméra trop loin, ben, l'immeuble il n'avait plus aucun sens. Vous comprenez comment? Donc le logiciel aurait permis de faire ça. Là, on avait trouvé avec Softimage le logiciel qui nous aurait permis de faire du collage en 3D et de résoudre cette quadrature du cercle. On voulait quand même faire un film avec des acteurs, mais ne pas être dans le théâtre filmé et trouver le moyen d'avoir une image qui est une image qui a à la fois une profondeur et qui a une surface intéressante. Donc on avait ce potentiel-là, mais ça aurait pris beaucoup d'argent pour la réaliser. Alors le carton-pâte aussi, c'est très intéressant. Il aurait fallu trouver quelque chose à faire au niveau de l'image, mais ça aussi, c'était financièrement très difficile, le carton-pâte, comme je l'ai dit. Donc le cinéma est un art du compromis, beaucoup plus que la littérature, en raison du budget, essentiellement. Mais par contre, résistance des matériaux oblige. Peut-être que le film est mieux que celui que j'aurais fait si j'avais voulu faire exactement ce que je pensais devoir faire. Ça aurait peut-être été encore pire. Mais il reste que j'ai senti, mais ça on le sent au cinéma très souvent, à tous les moments dans la production, pré-production, production, post-production d'un film, il y a des manières de faire. Il y a des manières de faire, et que résister à des manières de faire, ça prend beaucoup de travail. Et quand on arrive en post-production, les manières de faire sont celles des logiciels. Et il y a un type d'image qui est favorisé. C'est le HD, c'est slick, c'est cohérent, etc. Et donc, ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi souvent, parce que si vous payez à quelqu'un pour refaire le dessin, refaire la modélisation, ça prend beaucoup d'argent. La post-production s'est étalée sur 1 an. Post-production du film. 1 an. Sylvano Santini. Je me demandais dans cette idée de de couper-coller, essayer de retrouver une illusion réaliste dans ces copier-coller, etc., de refabriquer comme ça l'histoire. Je me demandais si ta carrière de cinéaste, ta carrière d'historien aussi, parce que l'histoire aussi, c'est un peu le même problème. On coupe et on va chercher des morceaux d'histoire comme ça qu'on doit réagencer, recoller pour créer un effet réaliste ou un effet de continuité dans l'histoire. Et je pense à Krakauer qui a parlé de ces façons de fabriquer l'histoire à partir de modèles cinématographiques aussi. Donc je me demandais si toi, il y avait cette continuité aussi, la manière dont tu fabriques tes films, tu fabriques aussi l'histoire en collant et en copiant des morceaux. Donc c'est tout à fait un peu imaginaire comme question aussi. Donc est-ce qu'il y aurait des liens entre la façon dont tu fais l'histoire et la manière dont tu montes tes films? Oui. Je peux commencer à répondre à cette question, mais pas terminer. C'est-à-dire qu'il y a des analogies. C'est-à-dire que tous les films que j'ai faits, celui-là inclut, revisitent des périodes historiques particulières. Donc le siège de l'âme, fin 19e, début 20e, Liberté une statue, les années 10, la fin de la voie, les années 20. Donc tous les films s'inscrivent dans un monde historique défini. Donc ça demande la recherche visuelle, littéraire, théorique même, etc., historique. Mais en même temps, les fins ne sont pas du tout les mêmes. Et j'ai toujours pris beaucoup de liberté avec l'histoire. Et la plupart des films réinventent l'histoire d'une certaine manière. Le Crack de 1929, dans ce film, il est causé par Fernand de Bouvier. Ça semblait plus emblématique, etc., parce que je ne faisais pas un documentaire. Donc ça c'est très intéressant. Mais en même temps, disons, donc les fins sont différentes.
Une chose la raison pour laquelle moi je pense que, en tout cas, le moment de l'avant-garde est très intéressant pour ceux qui travaillent aujourd'hui, parce que c'est un moment, si on peut dire, les années 20, où certaines formes ne sont pas encore trop arrêtées. En littérature, je suppose c'est la même chose, mais en cinéma, en tout cas, elles ne sont pas arrêtées. Le cinéma classique américain dans lequel on vit encore aujourd'hui, partout dans le monde, et tous les cinémas nationaux sont très proches de ça, il y a des exceptions, mais il s'est mis en place dans les années 30. Donc revenir aux avant-gardes, ce n'est pas nécessairement par nostalgie, des programmes politiques, des idéaux, etc., mais c'est aussi pour élargir un petit peu l'espace de travail. Et ça, c'est très, très fructueux. C'est quand même fantastique de regarder ce cinéma-là. Il est d'une grande liberté, une grande ouverture dans les manières de raconter, dans le rapport à la direction d'acteurs, dans toutes sortes de choses du genre. Donc c'est très important. D'autres interventions? Non, merci Olivier. Merci à vous. Merci. Et Bertrand.